Bonjour et bienvenue sur Comme au cinéma. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de la suite très attendue de Kingsman. C'est pas vrai. Ah merde. Je suis avec Estelle et Gabin et on a tous les trois vu le film qu'on a adoré. Et on va vous dire pourquoi. Donc Estelle, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu as aimé dans Kingsman ? Alors, donc déjà, pour moi, il n'est pas meilleur que le premier, mais il est au moins égal. Il est peut-être un tout petit peu moins bien, en fait. Objection. Ah non. En fait, je l'ai trouvé tout aussi divertissant, tout aussi fou dans sa mise en scène. C'est encore plein d'ingéniosité, c'est frais, c'est pas un énième film d'action où tu sais que tu vas voir juste des mecs qui se tirent dessus et tout ça. Non, là c'est vraiment une mise en scène mais complètement folle. Mais c'est vrai que dans le premier on était surpris et c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, on s'attendait pas à voir un film aussi fou, aussi extravagant dans ses choix de réalisation, et c'est pour ça que moi je préfère le premier. Mais voilà, mais c'est vraiment à un détail près, quoi, presque. Donc on rappelle que Kingsman 2 est toujours réalisé par Matthew Vaughn, qui avait réalisé le premier, qui a également réalisé Kick-Ass et X-Men le commencement, et qui est toujours scénarisé par sa collaboratrice Jane Goldman, qui elle aussi avait travaillé sur Kick-Ass et sur X-Men. Gabin, je te passe la parole, même si on sait que tu as déjà émis une objection, apparemment. Ouais, parce que pour moi, je l'ai préféré au premier. Après, comme Objection. Comme disait Estelle, c'est vrai qu'on n'a plus ce sentiment de surprise-là, de voir ce film, le film d'espionnage un peu réinventé et de le voir beaucoup plus extravagant, époustouflant, avec des scènes d'action complètement improbables et tout le genre de choses qu'on a aimé voir dans le premier Kingsman, avec son méchant complètement décalé. Là, pour éviter de combler cet effet de surprise qu'on n'a plus, Vaughn en fait beaucoup plus. Et c'était un peu la crainte qu'on avait peut-être de ce second volet, c'était de le voir tomber dans la surenchère gratuite. Et le fait est que tout est toujours aussi réussi, que les scènes d'action sont toujours aussi bien chorégraphiées, il y a toujours un petit sens du détail, un peu loufoque dans les mises à mort, avec des trucs qui explosent, des petits nounours, des choses complètement extravagantes à chaque fois. Et c'est vraiment ça, on a l'impression de voir la scène de l'église qui avait vraiment époustouflé tout le monde dans le premier volet. On a l'impression de la revoir plusieurs fois, des scènes qui essaient d'avoir la même intensité, forcément sur dont la scène d'intro, donc ne loupez pas la scène d'intro parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est géniale. Arrivez pas en retard à la séance, parce que franchement, la scène d'intro, mais moi ça m'a mis une claque énorme, quoi. Il y a un plan séquence qui est absolument il te jouissif. plonge la tête dedans directement. Ça fait 2 minutes que t'es assis sur ton siège et boum, tu t'en prends déjà plein les yeux. Donc, Et c'est ça qu'on attend en allant voir Kingsman 2, c'est de s'en prendre plein la tête, quoi. Et pendant 2h20, c'est vraiment c'est un grand 8 de sensations fortes. Donc avec des anciens personnages qu'on prend plaisir à retrouver. Donc Taron Egerton qui joue le petit jeune, donc Eggsy. Donc on a plus ce récit initiatique qu'il y avait dans le premier. C'est vrai qu'on le voit moins s'entraîner. C'est peut-être un petit peu moins original. Il y a peut-être un petit peu moins de ce côté-là d'enjeu scénaristique qui était hyper intéressant dans le premier, mais voilà, on le retrouve aussi donc aux côtés de Mark Strong qui joue le rôle de Merlin, et surtout de Colin Firth, donc qui était mort à la fin du premier volet, et on savait pas trop s'il allait revenir dans ce volet-là, donc il est effectivement de retour. De toute façon, c'est pas un spoil puisque il est sur l'affiche. On le sait depuis très longtemps maintenant. Voilà, ils avaient teasé le retour du personnage avec les affiches, et c'est crédible. Et ça, c'est vraiment, moi, c'était ma crainte principale. C'était est-ce qu'ils vont réussir à trouver un récit suffisamment plausible et surtout et que ce soit pas une juste de l'opportunisme et voilà. Et en fait, moi, ma crainte aussi, c'était qu'il les fait revenir un
un peu par obligation. Pour satisfaire le public. Voilà, et que ce soit pas vraiment quelque chose qui soit ancré dans le scénario et du coup que ce soit un petit peu artificiel, mais en fait non, pas du tout. Son retour est plausible et la cause également de son retour donc à la vie est aussi plausible, et puis ça apporte un côté un peu émouvant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est lui, c'est grâce à Colin Firth qu'on a la petite touche douce en fait du film, parce qu'on est toujours plongé dans de l'action, ça mitraille tout le temps. Et lui, on le retrouve, je spoil rien évidemment, mais on le retrouve plus doux. Et heureusement qu'il est là, voilà, ça permet d'avoir une petite bouffée d'air frais de temps en temps. Je suis d'accord avec vous là-dessus, parce que comme tu disais, on n'a plus Eggsy qui est dans l'apprentissage, il est vraiment un espion accompli, et c'est une intrigue qui est beaucoup plus intimiste et qui se resserre sur la relation qu'il a avec Colin Firth, le personnage de Colin Firth. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment crédible en fait, le fait qu'il revienne, il est vraiment mis à contribution dans le scénario. Et c'est pour ça même l'intrigue en elle-même, vu que les Kingsman sont anéantis, leurs locaux sont anéantis, c'est la manière dont ils essaient de se ressouder et de continuer à combattre tout simplement. Mais à la manière Kingsman, c'est-à-dire que t'as aussi, plusieurs fois, même dans le 1, on dit attention aux émotions, mettez-les de côté. Et c'est aussi, ça contrebalance aussi pas mal de ce côté-là. C'est vraiment... Et donc ces anciens personnages sont rejoints par des nouveaux, donc avec Channing Tatum en tête et Julianne Moore. Et Pedro Pascal qui n'est pas sur l'affiche mais qui a un rôle mais qui a un très très beau rôle, donc et Pedro Pascal et Ali Berry. Mais alors Ali Berry, elle est pas sur l'affiche non plus. Il y a son nom sur l'affiche, mais elle n'est pas sur l'affiche. J'ai tendance à l'oublier. Donc mais moi c'est surtout Pedro Pascal que j'ai énormément aimé dans ce film. Tiens donc. Pedro Pascal donc qui est un des interprètes principaux de la série Narcos, qu'on a également découvert dans Game of Thrones puisqu'il jouait le rôle d'Oberyn. Il a fait de la chirurgie plastique depuis. Voilà, et son visage est revenu. Pour notre plus grand plaisir. Et voilà, et donc Pedro Pascal dans le film qui joue donc un des homologues américains des Kingsman, donc qui s'appelle les Statesman, qui viennent du Texas, c'est ça, du Kentucky, voilà, donc, qui sont un peu délurés, qui ont des noms d'alcool, whisky, tequila, champagne, voilà. Jeff Bridges, c'est ça, Jeff Bridges qui est également excellent. Donc ces nouveaux personnages apportent une petite fraîcheur à cette suite. Et même si c'est quand même, ils sont un peu effacés finalement, on les voit pas énormément, on les voit pas tant que ça, à part Pedro Pascal qui prend le dessus. Et c'est vrai que Channing Tatum est très en recul pour des raisons scénaristiques, et Halle Berry aussi est un peu en... Après, j'avais vu, je me demande si c'est pas le Hollywood Reporter qui disait qu'il y avait beaucoup trop de personnages en fait dans ce deuxième épisode. Et justement, je trouve que le fait d'en effacer certains, c'est finalement pas plus mal, parce qu'on est content de les voir, mais si on les voyait tous de manière égale, ça aurait peut-être fait un peu brouillon. Là, ça fait du bien de se concentrer. Le film est vraiment recentré sur les Kingsman finalement. Et je pense que c'est aussi parce que Vaughn a dû faire des sacrifices par rapport à ses premiers montages qui faisaient plus de 4 heures. Et voilà, du coup, forcément, il y a des personnages qui sont moins présents que d'autres. Mais on sent aussi que la Fox lui fait extrêmement confiance quant au director's cut, et je pense que voilà, il a vraiment eu carte blanche après le carton du premier volet qui avait quand même rapporté plus de 400 millions de dollars alors qu'il en avait coûté que 80, je crois. Donc c'était pas énorme. Celui-là a coûté un tout petit peu plus cher, il est aux alentours des 105 millions de dollars, mais il commence déjà beaucoup mieux que le premier volet. Donc là, je pense vraiment que la Fox lui fait confiance, et ça se voit quoi. Il s'est vraiment éclaté au niveau de la mise en scène. Chaque fois, c'est hyper créatif tout le temps dans la réalisation, et je trouve que ça se voit en fait. Et juste le mec s'éclate, et puis et on s'éclate avec lui quoi. Mais du coup, j'aimerais bien parler du nouveau personnage aussi qui est dans ce nouveau film. Julianne Moore, donc, qui joue la grande méchante de ce nouveau volet, qui a la tâche difficile de succéder à Samuel L. Jackson, qui était le méchant du premier volet, qui était charismatique. Voilà, on s'en rappelle, il zozotait, il avait vraiment un gimmick hyper marrant. Voilà, c'est Big Mac. Mais alors d'ailleurs, ça perd du sang. Et Matthew Vaughn a un gros problème avec les burgers, donc si vous voyez, si vous allez voir ce second volet, au burger maison, mais il est assez particulier. Bon, vous verrez qu'il a vraiment un gros problème avec les burgers. Donc du coup, Julianne Moore, est-ce qu'elle est bien dans son rôle de méchante ? Moi, je l'ai trouvée, en tant qu'actrice, elle est bien. De toute façon, souvent, elle ne nous déçoit pas. Ça, ouais. Globalement. Après, j'ai trouvé que son personnage était beaucoup, beaucoup moins bien que celui de Valentine.
Mais lui, en même temps, la barre était placée hyper haute dès le début. Enfin, vraiment, c'était un méchant, mais qu'on avait rarement vu dans des films, quoi. Enfin, il était très particulier. Il était à la fois drôle, il était très glauque, mais en même temps, il était presque ridicule avec son petit zozotement, sa peur du sang. Il paraissait faible, alors que pas du tout. Et non, il était vraiment très atypique comme méchant. Et elle est un peu plus basique, finalement. C'est une femme forte, qui a du caractère. Ouais, elle est beaucoup plus effacée. Et ce qui m'a gênée aussi, c'est qu'au niveau du scénario, il y a le même schéma, c'est-à-dire que Valentine se servait de Sofia Boutella pour un peu commettre les meurtres, tout ça. Enfin, en gros, il lui disait quoi faire. Et là, c'est pareil pour Julianne Moore, qui a aussi quelqu'un un peu à sa merci. Ses hommes de main. Voilà, et je trouve ça un peu trop facile, en fait. Le problème, en fait, avec Poppy, c'est qu'elle est beaucoup plus lisse, donc Poppy, c'est le personnage de Julianne Moore. Elle veut vraiment tout contrôler et elle n'est pas aussi délurée que Valentine, et c'est pour ça je pense qu'elle est moins mémorable que lui, parce que lui c'était vraiment le mec complètement taré qui faisait son truc dans son coin, et elle c'est vraiment son truc très carré avec son territoire personnel qui est haut en couleur lui aussi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui coince quand même au niveau du personnage, et que c'est un peu trop lisse malheureusement, même si son interprétation est évidemment toujours aussi exceptionnel. Son univers est vraiment moi j'ai adoré son univers à elle en fait. Ouais. Elle s'appelle Poppy, c'est vrai qu'elle a un univers très pop, voilà. Elle a recréé un petit peu une ville des années 50 je crois, avec le diner, le il manque juste c'est la grande roue et la barbe à papa pour ça, mais du coup voilà son univers il y a un petit truc de friandise quand même. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça aussi, c'est très créatif dans les décors. Et du coup, moi, j'ai aimé ce côté-là, même si c'est vrai que je trouve qu'elle est un petit peu moins charismatique que Samuel Jackson pouvait l'être dans le premier volet. Mais ce que j'aime bien aussi, et c'était aussi lié au personnage de Samuel Jackson, c'est que Kingsman, c'est un film d'action, mais c'est aussi, il y a aussi une réflexion sur le monde réel et sur la société. Plus sur la politique dans celui-là, Gabin, je crois que t'as beaucoup aimé ce côté-là aussi. Dans le premier, on avait déjà quelque chose qui était lié aux réseaux sociaux, à une société ultra connectée et aux conséquences que ça pouvait avoir. Et là, ça passe à un autre enjeu qui est celui de la drogue, de l'alcool, de l'impact que ça a sur la société. Et il y a aussi quelques petits clins d'œil habiles à la politique américaine, on va pas spoiler. Mais on sent qu'il y a un petit parti pris de Matthew Vaughn qui est assez amusant à voir maintenant. Et oui, je pense que c'est toujours une manière de rappeler que Kingsman, c'est pas que des scènes d'action extravagantes avec parfois des petits fonds verts qui sont peut-être un peu moches, mais voilà, il n'y a pas que cette extravagance-là gratuite, il y a un réel fond derrière. C'est ça qui le distingue des autres films d'action qui se ressemblent tous. Enfin, maintenant, il y en a combien dans l'année de films d'action qui sortent et on va même pas les voir parce qu'on sait à quoi s'attendre. Alors que Kingsman, on sait qu'il y a cette intelligence du scénario qui fait que voilà, ça va aussi garder un aspect ça reste c'est un film d'action intelligent. Ouais. Aussi bien dans la mise en scène que dans le propos, c'est vrai que c'est assez rare, donc c'est bien de le souligner aussi. Et puis moi, il y a quand même un énorme point positif dans cette suite-là, c'est le personnage de Elton John. C'est sûr. Qui est génial. On savait pas trop s'il allait être dans cette suite. En fait, il y avait eu des rumeurs, puis finalement, ça avait été officialisé il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que son personnage apporte vraiment un côté frais à cette suite. Et puis, il est très très drôle. C'est dans son propre rôle, en tout cas. On le voit pas dans les bandes annonces. Non, on le voit pas. Heureusement d'ailleurs. Oui. Une petite surprise. Il a peu de scènes, mais à chaque fois, toutes géniales. Enfin, moi, franchement, il m'a fait mourir de rire, quoi. C'est sûr. Notamment le moment une scène en projection, tout le monde était plié, quoi. Ouais, c'est ça, ça marche hyper bien. Et puis, il joue son propre rôle, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'il est complètement dans l'autodérision. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment adoré ces scènes. Je me demande aussi comment ça a dû être écrit, si c'était lui qui improvisait ou si c'était vraiment à fond dans le scénario. Non, je pense que c'était très très écrit, non ? Ça, c'est une bonne question à poser au réalisateur. Du coup, lui demander si Elton John c'était déjà prévu dans le scénario depuis le début ou pas, parce que bon, c'est clairement, voilà, il a écrit le scénario, il s'est dit tiens, on va demander à Elton John, parce que c'est un délire, mais ça passe super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des gros points positifs du film, en tout cas, c'est Elton John. Donc est-ce qu'il y a des points négatifs dans cette suite ? Moi, comme je le disais un peu, c'est un peu le même schéma que
au niveau de la méchante, qui est pareil qui fonctionne à peu près de la même façon que Valentine, et même la structure du film global, quoi. C'est les Kingsman qui partent en mission pour sauver le monde, et c'est très similaire, mais je pense que c'est totalement assumé de la part du réalisateur, étant donné qu'il fait plein de références au premier, qu'il y a même des scènes qui se ressemblent beaucoup, sans trop en dire. Donc je pense que c'est totalement assumé, et puis franchement... il y a un vrai parti pris scénaristique, parce qu'il y a tout ça dans le fait de préserver les Kingsman malgré la destruction de leur quartier, et de voir qu'il faut se souvenir de ce qu'ils ont été. Et voilà, il y a des scènes qui sont reprises dans le premier, c'est assez habilement mené. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce reproche qu'on fait désormais aux blockbusters de réutiliser tout le temps la même recette et d'y retourner et de faire la même chose. Mais là, il y a toujours un petit truc en plus qui fait qu'on pardonne quand même les facilités, quoi. Ça peut faire peur pour le 3 d'ailleurs. Ouais, du coup, parce qu'il y aura ce que j'allais dire, du coup, la fin est assez ouverte. On va rien spoiler, mais c'est vrai que la fin est assez ouverte. Donc on s'attend. Donc le 3 devrait arriver, je crois, aux alentours de 2019, il me semble. Ils l'ont annoncé il y a pas très longtemps. Je crois que Matthew Vaughn a aussi parlé de spin-off. Ouais, sur certains personnages. Ouais, moi je pense que. Il se donne la liberté d'explorer l'univers encore. Faut pas qu'il en fasse trop non plus. Faut pas trop tirer sur la corde. Je pense qu'en 3e volet, ça sera bien. Et puis voilà, parce qu'ensuite, je pense que ça va un peu s'essouffler. Déjà, celui-là, voilà, on commence à. Disons que déjà, quand on enlève l'élément de surprise, forcément, ça se ressent aussi au niveau de l'impact qu'a le film, et voilà, sur le plaisir. Même si c'est vrai que celui-là est extrêmement bien. Mieux aussi au box-office. Il commence mieux au box-office, c'est vrai. En même temps, il a coûté plus cher, donc j'imagine que c'est plutôt pas mal. J'attends de voir aussi les chiffres en France pour voir si celui-là commence mieux que le premier. En tout cas, c'est plutôt bon signe. Et voilà, donc en 3e volet, je pense qu'il y a de la matière à faire quelque chose de cool. Peut-être qu'on ira encore dans un autre pays. Bah sûrement, oui. C'est vrai que celui-là, du coup, le premier se passait essentiellement en Angleterre. C'était ça, hein, le premier. Oui. Celui-là se passe aussi aux États-Unis. Voilà, donc 3e volet, peut-être à Paris, qui sait. Ouais. Bon, alors voilà, donc Kingsman, le Cercle d'Or, c'est en salle le 11 octobre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Salut.